Il est 10h35, fusillade donc hier soir dans une église des témoins de Jéhovah à Hambourg. Hambourg, vous savez, c'est la deuxième plus grande ville d'Allemagne. Les témoins de Jéhovah étaient rassemblés depuis 19h. Il était un peu plus de 21h lorsqu'un homme a tiré et a tué 8 personnes. Il y a plusieurs blessés. Réunion hebdomadaire consacrée à l'étude de la Bible. Nous sommes avec Étienne Jacob. Bonjour Étienne Jacob. Bonjour Jean-Jacques. Merci, vous êtes journaliste au Figaro, auteur de La Famille aux éditions du Rocher. Les témoins de Jéhovah, une religion en Allemagne, contrairement à la France. Oui, tout à fait. En fait, ils ont entrepris un long parcours, une longue bataille judiciaire pour se faire reconnaître en tant que religion. C'est pas le cas en France, parce qu'en France, voilà, on les accuse de dérive sectaire, mais c'est un peu notre particularité vis-à-à-s de la laïcité, et voilà. Voilà, alors il faut savoir, on essaie d'en savoir un petit peu plus sur les témoins de Jéhovah. On ne connaît pas très bien, parce que c'est une religion, une secte, enfin bon, des rassemblements qui sont souvent assez secrets, hein, Étienne Jacob. Oui, alors ce qu'il faut savoir sur le mouvement, c'est qu'il a été créé en 1870. Il se réclame un peu du christianisme primitif, c'est-à-dire qu'il se base uniquement sur la Bible. Donc ça a été créé par un pasteur baptiste, donc évangélique, et eux, leur particularité, c'est qu'ils croient pertinemment que la fin du monde est proche. Donc ils utilisent tous les événements d'actualité, le Covid à l'époque, la guerre en Ukraine, pour dire que les derniers jours approchent. Pour eux, Dieu doit bientôt intervenir sur Terre pour la fameuse bataille d'Armageddon, et à ce moment-là, Jésus-Christ pourrait régner sur Terre pendant 1000 ans. Donc ça, c'est un petit peu leur doctrine. Oui, les événements que nous vivons montrent plus que jamais que nous vivons la fin des derniers jours, et même sans aucun doute la fin des derniers jours, juste avant le dernier des derniers jours. Voilà ce qu'ils disent. Oui, tout à fait. C'est vraiment leur façon de dire que la fin approche, et c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser auprès des membres, qui sont un petit peu dictés quand même par la peur, parce que évidemment quand on voit que chaque événement peut amener à la fin des temps, ça incite les membres à renforcer leur étude des textes, parce que justement ceux qui vont étudier Jéhovah seront partie prenante justement de ce règne du Christ, donc ils pourront être là. Oui, 170 000 membres à peu près en Allemagne, 2000 assemblées de fidèles, et la France, combien de membres en France ? Alors on est sur 155 000, alors c'est ce qu'ils disent, mais il y a aussi une étude indépendante qui a dit qu'ils étaient aussi nombreux, et on peut les voir notamment à Paris. Ils sont très souvent à la sortie des métros. C'est un groupe qui est très prosélyte, donc ils sont toujours avec des petits stands pour dire voilà d'où vient la vie, et discuter avec les gens pour essayer de recruter au maximum. Alors, nous avons l'appel de Michel, Étienne Jacob. Michel est témoin de Jéhovah. Il nous a appelés en écoutant l'émission. Michel est à Marseille. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes témoin de Jéhovah depuis longtemps ? Je dirais une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Et j'étais catholique avant, pratiquant. Vous étiez catholique pratiquant avant. Alors, vous attendez sur Terre une bataille, si j'ai bien compris, afin que Jésus-Christ puisse régner. Alors, si vous me permettez, je voudrais quand même faire une mise au point. Oui. Si vous me permettez. Oui. Je permets. Oui, Michel, allez-y. Ah, bien. Il a raccroché ou la ligne a été coupée, je ne sais pas. Bon, Étienne Jacob. Oui. C'est toujours très sensible, hein ? Oui, c'est un sujet qui est très sensible, parce que ils sont accusés de dérive sectaire. Alors, si on revient sur l'événement d'hier, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Il s'agirait d'un tueur qui était seul. Il était armé, et ce qui est important à savoir, c'est que les médias allemands là, sont en train de sortir comme quoi il était un ancien membre de la communauté. Alors évidemment, ça peut nous donner des indices sur qu'est-ce qu'il s'est passé, même si on en sait encore très peu. On sait qu'il y a un souci chez Témoins de Jéhovah, c'est que si on enfreint les règles, on peut être excommunié. Donc si on est excommunié, on est un petit peu exclu, et les membres qui restent, si vous êtes exclu et que votre famille reste dans la communauté, elle n'a pas le droit de rentrer en contact avec vous. C'est très limité. Alors évidemment, certains continuent à avoir quelques contacts, mais bon, ça restreint les contacts. Donc peut-être que ça pourrait être une conséquence d'une excommunication. Mais attention, ça ne justifie pas de tels actes, évidemment. Donc, bien sûr. C'est un drame qui les a touchés, ça il faut le rappeler.
Bien, donc excommunication si jamais on commet... Bon, j'ai vu en France, il y a plusieurs accusations à l'encontre des témoins de Jéhovah. Pas qu'en France d'ailleurs, en Australie. 1800 victimes d'abus sexuels dénombrées par une commission royale. Oui. Aux Pays-Bas, 292. En Belgique, le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles a fait état de 287 faits de ce genre, donc des abus sexuels. Oui, tout à fait. En Allemagne, d'ailleurs, ils avaient lancé une consultation nationale pour essayer de voir les potentiels des abus sexuels. Alors, ces abus sexuels, ça peut notamment être commis sur des mineurs. C'est évidemment pas une généralité, mais si vous voulez, on est dans une discipline très stricte avec une doctrine qui fait qu'on est très fermé sur le monde extérieur. Donc, évidemment, parfois, on peut avoir des abus. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit généralisé. En revanche, si vous voulez, les témoins de Jéhovah ont une sorte de revue dans laquelle ils rappellent un petit peu les grands principes. Et effectivement, cette tour de garde, on appelle ça la tour de garde, a pu dire par le passé qu'il n'était pas forcément bon de dénoncer ces abus sexuels et que ça pouvait un petit peu se régler en interne. Donc en fait, si vous voulez, il y a des sortes de tribunaux en interne, même si c'est pas le nom, c'est une sorte de commission religieuse qui va un petit peu régler les problèmes en interne sans vouloir forcément judiciariser. C'est ça qui a pu causer aussi des nombreuses polémiques. Je regrette que notre auditeur, nous n'arrivons plus à le joindre, malheureusement, parce qu'il il a renoncé sans doute à témoigner au dernier moment. Il a commencé, puis il a renoncé. Il faut savoir aussi qu'en Russie, les témoins de Jéhovah sont interdits, et en Ukraine aussi, je crois. Oui, alors ça finalement, ça sert un petit peu leur discours de dire qu'ils sont persécutés. Alors effectivement, ce qui se passe en Russie, en Ukraine et dans plusieurs pays de l'Est est quand même à dénoncer parce que on est dans l'autre extrême, c'est-à-dire que là, on ne va pas juste accuser de dérive sectaire, on va carrément interdire le mouvement, considérer qu'ils sont extrémistes et les mettre en prison. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. L'ONU d'ailleurs n'hésite pas à dire que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ils ont le droit de se réunir. Ils ont le droit de se réunir et de croire en ce qu'ils croient. Voilà, tout à fait. Ce qu'on peut dénoncer, c'est éventuellement des dérives, mais par contre, il ne faut surtout pas attenter au droit à la liberté religieuse. Bien sûr. Étienne Jacob, est-ce que c'est un mouvement qui se développe ou pas ? On est plutôt sur un mouvement qui se développe, si vous voulez, avec la crise sanitaire a quand même créé une véritable perte de sens dans la société française, alors, si je prends en France, et d'ailleurs c'est mondial, donc on peut dire que les personnes forcément ont pu essayer de se recentrer, d'avoir dans une actualité, si vous voulez, qui est hyper anxiogène. Les gens peuvent retrouver du sens dans cette religion et se laisser happer. Oui, bien sûr. Je regrette vraiment que notre auditeur refuse maintenant, apparemment, on n'arrive plus à le joindre, refuse de témoigner. Selon le mouvement, les témoins de Jéhovah, Dieu doit bientôt intervenir sur terre. C'est donc cela, lors de la fameuse bataille d'Armageddon, afin d'y rétablir son royaume. Jésus-Christ pourrait alors régner pendant 1000 ans. Et voilà, pour prendre part à ce millénium, solution présumée aux nombreux maux de l'humanité, il suffirait de servir Jéhovah. Voilà, c'est cela, Oui, tout à fait. C'est la doctrine. C'est exactement ça. Après, j'imagine que dans la vie de tous les jours, en fait, l'idée, c'est d'étudier au maximum les textes. Donc, il y a des réunions régulières. C'est ce qui s'est passé en Allemagne. Ils font des réunions 2 fois par semaine. Et l'idée, est vraiment de rester très proche de la Bible. Et il ne faut pas oublier que le créateur de ce mouvement, qui est donc le pasteur Charles Taze Russell, en fait, il considérait que les églises chrétiennes étaient un petit peu dans l'erreur. Donc ça reste du christianisme, mais on est quand même loin du catholicisme qu'on connaît en France. Oui, et je voudrais préciser que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour avoir
porter atteinte à la liberté religieuse à propos des témoins de Jéhovah. Voilà. Merci beaucoup, Étienne Jacob. La famille aux éditions du Rocher. Merci, Étienne. Merci beaucoup. Bien, le point sur les grèves, parce que ça se poursuit. Des trains annulés, des expéditions de carburant toujours bloquées. Félix Mathieu, le week-end sera encore perturbé. Oui, la SNCF annonce un trafic très perturbé. La moitié des TGV Inouï et Ouigo supprimés, mais aussi 60% des TER et 3/4 des intercités. Comme les jours précédents, les TGV ne passant pas par la capitale seront presque inexistants. 90% des trains supprimés. On devrait rester à un niveau de service similaire demain, samedi et dimanche. La SNCF recommande d'annuler ou de reporter les déplacements si possible. À l'international, un tiers des Eurostar annulés, tout comme 40% des Thalys vers l'Est, des Lyria vers la Suisse, 40% aussi des liaisons supprimées vers l'Allemagne. Seul un tiers des trains prévus vers l'Italie vont rouler, un quart de ceux vers l'Espagne. Trafic très perturbé aussi sur les lignes franciliennes. Ça ira un peu mieux du côté du métro. Dans les airs, le mouvement étant bien suivi par les contrôleurs aériens, la Direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes d'annuler 20% de leurs vols prévus samedi et dimanche dans plusieurs aéroports, dont notamment Paris-Orly. Les raffineries, ça dépend des raffineries. Certaines sont sorties de la grève et d'autres poursuivent la grève. Oui, un mouvement qui se poursuit dans la plupart des raffineries, mais les expéditions de carburant viennent de reprendre ce matin à la raffinerie Esso ExxonMobil de Fos-sur-Mer. Alors, rien ne dit que ça va durer. Les équipes de l'après-midi vont décider ensuite de la suite ou non de ce blocage. Les expéditions de carburant avaient déjà repris hier, en tout cas, la raffinerie Esso ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon en Normandie. Bien, merci Olivier Matteux, et secrétaire de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône. Il est avec nous. Bonjour Olivier Matteux. Bonjour. Quelle est la situation les raffineries dans les Bouches-du-Rhône, le port de Marseille, quelle est la situation? Toujours bloqué? Écoutez, le port de Marseille, il y aura 72 heures de grève la semaine prochaine. Oui. Dans les raffineries, effectivement, le quart de matin à Essofos a décidé de lever la grève, mais on n'est pas inquiet. La grève va reprendre soit dans l'après-midi, soit dans la soirée. Et il y a de la reconduction dans l'énergie, chez les cheminots, dans l'éducation, dans les services publics. Voilà, c'est pas partout et partout sous les mêmes formes, mais le mouvement est là et il existe bel et bien. Jusqu'à quand, Olivier Matteux? Jusqu'au retrait de la réforme. Là, vous ne bougez pas d'un iota. Mais pourquoi on déclencherait tout ça pour arrêter un chemin? Qu'est-ce qui pourrait justifier que d'un coup la réforme devienne acceptable? Emmanuel Macron va répondre à la lettre de l'intersyndicale demandant le retrait de la réforme. Vous attendez quoi? Le retrait. Qui s'honore enfin en reconnaissant que pour cette réforme-là, comme ça maintenant, c'est une erreur. Elle est injustifiée tant techniquement qu'économiquement, et voilà, qui prennent enfin la mesure de la colère qui s'exprime dans le pays et qui en réalité va bien au-delà de la question des retraites. Et ça, ils le savent très bien. Est-ce que vous pouvez tenir dans la grève sur la durée? On va s'organiser pour tenir. C'est-à-dire? Avec un soutien aussi massif de la population, notamment quand je dis notamment, 93% des actifs qui y sont opposés, ça fait suffisamment de grévistes possibles tous les jours, avec une stratégie qui consiste à être en grève dans certains secteurs au moment le plus opportun. Ça permet de tenir, et puis il y a une solidarité massive qui s'exprime, notamment financière, de la part notamment des retraités. Vous savez, je ne vais pas vous faire le misérable, mais on est habitué à vivre avec peu. Oui. C'est aussi l'autre face de la médaille. Olivier Matteux, demain, manifestation à nouveau? Oui. À Marseille? Et pas qu'à Marseille, partout en France. Dans tout le pays, effectivement. Mobilisation le 15, c'est ça? C'est ça, et entre de la reconduction dans de nombreux secteurs. Et pendant ce temps-là, la grève? Et pendant ce temps-là, la grève, dans le plus d'endroits possible, que ce soit du public ou du privé. Essentiellement, d'ailleurs, énergie et transport. Non, à moins que vous m'entendiez mal, mais je vous dis que ça va au-delà de ces secteurs-là. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu? Il y a des actions qui se tiennent tous les jours. Là, aujourd'hui, nous sommes
sur les 2 plateformes Colis de la Poste dans le Var et le Vaucluse, contre le licenciement de 2 militantes de la CGT au sujet desquelles la Poste a monté un dossier complètement vide et demande leur licenciement. Non seulement on veut imposer aux uns de travailler 2 ans de plus, mais on licencie les militantes de la CGT, donc ça c'est pas acceptable. Et à l'heure actuelle, avec les grévistes de tous les départements de la région PACA, l'activité sur ces 2 plateformes est à l'arrêt. Bien, Olivier Matteux, je voulais simplement aussi vous demander pourquoi vous renvoyez dos à dos Zelensky et Poutine. Parce que les 2 défendent des intérêts qui ne sont pas les intérêts de leur peuple. Et de leur Pour vous, Zelensky ne défend pas son peuple? Écoutez, Zelensky, en acceptant que l'Ukraine devienne une base arrière de l'OTAN aux frontières de la Russie, il a participé à créer une situation qu'aujourd'hui paye les 2 peuples et les peuples du reste du monde, puisqu'on a découvert au passage qu'en Ukraine, il se faisait y compris notre moutarde, nos chaussettes, nos boîtes à vitesse, nos télévisions. Ouais, pas tout, quoi. Pas tout. En gros, tout augmente. Parce la moutarde, c'est vrai, vous avez raison. En partie, la moutarde. En partie, la moutarde. J'essaie de le prendre. Oui, je comprends. Non pas à la légère, mais. Mais vous pensez sincèrement que l'on peut renvoyer aujourd'hui Zelensky et Poutine dos à dos? Mais écoutez, quand on voit qui profite de la situation, aujourd'hui on achète du gaz de schiste aux États-Unis 7 ou 8 fois le prix normal. Qui a intérêt à ce que cette guerre dure? Voilà. Encore une fois, nous ne sommes ni avec Poutine, ni avec Zelensky, parce qu'ils font payer ça à leur peuple. C'est pas compliqué, il faut arrêter d'envoyer des canons de tous les côtés et il faut prendre de réelles mesures. Dans les ports français, il est arrivé des bateaux pleins de pétrole qui ont transité par l'Inde et qui arrivaient de Russie alors qu'on nous annonçait des sanctions contre la Russie. C'est du cinéma qu'on nous fait. Soit il y a vraiment des sanctions à prendre, et c'est le bon moyen, et à ce moment-là, on le fait en vrai. Ou sinon, on ne nous fait pas le cinéma en nous augmentant quasiment tous les produits du quotidien au nom de la guerre et en continuant à commercer indirectement avec la Russie. Enfin, vous savez très bien que Patrick Pouyanné, presque il a fallu le tirer par les bretelles pour qu'il s'en aille de Russie. Ça a été la même avec la famille Mullier pour Auchan ou Danone. On vient m'expliquer. On a eu raison de leur tirer les bretelles pour les faire partir de Russie? Mais bien sûr. Mais bien sûr, au nom de quoi ils allaient continuer en pleine guerre à se gaver sur le dos des travailleurs de Russie? Au nom de quoi? Mais bien sûr, c'est eux qui font du commerce avec la Russie, c'est pas moi. Hein. Moi, je n'ai aucun lien avec Vladimir Poutine. D'ailleurs, je vais vous donner son numéro, vous pourrez vérifier. Olivier Matteux, vous êtes candidat à la présidence de la CGT. Vous voulez devenir patron de la CGT? Non, je ne souhaite pas devenir président de la CGT. Pas président, oui, c'est pas président. Secrétaire général, pardon Olivier. Mon organisation a mis à disposition ma candidature pour le secrétariat général de la CGT parce que nous considérons qu'il y a un certain nombre de sujets qui font désaccord, voire carrément divergence dans l'organisation, et qu'il faut les mener au bout pour sortir avec une CGT la plus unie possible et la plus efficace possible au service des travailleurs. Il ne s'agit pas qu'on soit concentré sur notre nombril dans un moment où les travailleurs ont besoin de la CGT pour changer les choses. Philippe Martinez vous soutient? Il me soutient. Je vous demande, je vous pose la question. Ma candidature? Oui. Non. C'est même la panique pour pouvoir être candidat, puisque ils ont changé les critères en cours de route. Bon, voilà. Oui. Mais ça, c'est la tambouille interne montreuilloise. La tambouille interne, elle est chez les syndicats comme dans les partis politiques, c'est pareil. Écoutez, ces dernières années, je pense que la bureaucratie a beaucoup gangréné les choses. Il est temps de sortir de ça et revenir à une organisation de terrain. Merci Olivier Matteux dans tous les cas. Plaisir. Il est 11h05, les prix augmentent. Oui, ça c'est une banalité ce que je suis en train de dire. Tout le monde l'a constaté, tout le monde le constate. Les conséquences, elles, sont graves, parfois pour beaucoup. Les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Ça fait des années que je parle du syndrome du 20 du mois, mais maintenant le syndrome c'est le 10 du mois pour certains même. Les vols par exemple, dans les grandes surfaces sont plus nombreux qu'avant. Pourquoi ?
Pourquoi? Parce que des hommes ou des femmes cherchent à manger, tout simplement. La précarité alimentaire, évolution grave, rapide, inédite, dit le président des Restos du Cœur. Est-ce une fatalité? Nous allons en parler dans un instant avec tous nos invités. Florence Berthoud, qui est maire du 5e arrondissement de Paris, maire Horizon, bonjour. Jean-Yves Manot, qui est présidente de la CLCV. La CLCV, les consommateurs, cadre de vie, et consommation et cadre de vie. Et dans un instant, je recevrai aussi Francesca Pasquini, qui est députée écologiste des Hauts-de-Seine et qui travaille sur la précarité alimentaire. Mais tout de suite, pour commencer cette émission, 0826 300 300, vous témoignez, racontez-nous vos difficultés pour boucler les fins de mois, vos difficultés pour tout simplement nourrir votre famille, parce qu'il y a des familles qui n'arrivent pas à se nourrir correctement. Marie-Claire est à Bergerac, en Dordogne. Bonjour Marie-Claire. Bonjour, vous m'entendez, Jean-Jacques Bourdin? Mais oui, Marie-Claire, je vous entends. Parce que j'ai une extinction de voix, alors je ne peux pas parler très fort. Oh oui, mais on vous entend bien, clairement, Marie-Claire. Vous avez une voix là. Allez-y, Marie-Claire. Vous faites très attention au prix, Marie-Claire. Alors, moi, en fait, j'ai complètement changé mes habitudes alimentaires depuis 1 an. Oui. Ça a commencé en avril 2022. Oui. Donc, je vais dans différents magasins. Je ne vais pas dans 1 ou 2 magasins près de chez moi. Je n'ai pas de voiture parce que je ne pourrais pas assumer le fait d'avoir une voiture. Hein. Je gagne 910 € net par mois. Oui. Je travaille en plus depuis 1 an, depuis avril dernier. Je fais du ménage. J'ai 62 ans à la fin de l'année. Oui. Et en fait, maintenant, moi, c'est pas les fins de mois. Moi, c'est les mi-mois. Oui, c'est ce que je disais. Le 15 du mois, mon frigo est vide. Donc, je compte sur mon frère, qui est encore en activité parce qu'il n'a pas l'âge de la retraite, pour me donner de l'argent que je lui rembourse à la fin du mois pour pouvoir manger. À partir du 15, vous demandez un peu d'argent à votre frère pour pouvoir manger. Oui, parce que mon frigo est vide et que je n'ai plus les moyens. Parce que bon, si vous voulez, je n'ai pas de loyer, mais comme je suis toujours à découvert, parce que je ne peux plus rien payer, c'est-à-dire l'électricité, les impôts, la taxe foncière, parce que je suis propriétaire depuis 2 ans. J'ai été propriétaire parce que j'ai fait un héritage. Oui. Mais personne ne pourrait me louer un appartement avec 910 € net par mois. Oui, personne ça c'est certain. C'est certain. Alors, comment arrivez-vous, votre budget, parlez-moi de votre budget. Regardons ensemble votre budget. 910 € pour être clair. Je peux dépenser en nourriture. Je parle exclusivement des boissons et de la nourriture. Oui. Voilà. Il me faut à peu près 350 € par mois. Oui. Je suis seule, hein. Je vis seule. Oui. Il vous faut 350 € pour manger, boire. Boire, manger, voilà. Je ne parle pas du reste, voilà, que ça. Pour manger correctement. Oui, correctement, bien sûr. Parce que ça, c'est d'ailleurs, ça va être l'un des sujets de notre heure, là, manger correctement. Parce que quand on n'a pas les moyens de manger, non seulement on n'a pas les moyens de manger, mais on ne mange pas correctement quand on arrive à manger. C'est tout le problème, aussi. Mais c'est ça. Évidemment. En fait, parfois, je fais un seul repas par jour en fin de mois, avant que mon salaire arrive. Par exemple, des pâtes et du riz, que des trucs comme... Mais moi, j'ai pas envie de manger que des pâtes et du riz. 350 € donc pour manger. J'ai fait je calcule tout, c'est-à-dire que j'ai fait une estimation parce que déjà je vais dans plusieurs magasins par exemple je vais à Lidl, hein, moi je donne les marques, hein, je donne les oui mais n'hésitons pas. Alors, on donne les marques, c'est pas un problème. Voilà, je vais à Lidl pour tout ce qui est papeterie, produits d'entretien. Oui. Je vais à Leclerc pour l'épicerie et je vais au marché pour les fruits et légumes. Voilà. Parce que je me suis rendu compte que les producteurs locaux qu'il faut faire travailler, parce que ce sont nos producteurs locaux, c'est moins cher que dans les grandes surfaces où il y a des intermédiaires et ils prennent une marge. Oui. Alors Marie-Claire, donc 350 € pour manger, sur un budget de 910 € et le reste passe où ? Alors, j'ai un crédit immobilier parce que je suis propriétaire, mais je paye 159 € de crédit tous les mois. Oui. Et je vais vous dire, je suis toujours à découvert. C'est-à-dire que quand j'ai mon salaire... Alors, je travaille en plus, je fais du ménage 4 heures par semaine, payé 12 € net de l'heure pour moi.
Oui. Ah oui, non, mais tout est calculé. Ça vous fait 48 € par semaine en plus, quoi. Hein, Marie-Claire, ça vous fait... Je n'ai pas, si vous voulez, je n'ai plus du tout la vie que j'avais avant, et je suis beaucoup plus pauvre. C'est la première fois de ma vie que je suis pauvre. Voilà, c'est la première fois. Parce que même quand j'étais étudiante dans les années 80, parce que j'ai fait des études supérieures, hein, je ne suis pas... Voilà. Donc, mais même pourquoi, qu'est-ce que vous faisiez, Marie-Claire? Je vivais beaucoup mieux. Hein, Marie-Claire, qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Alors, j'ai eu deux métiers. J'ai été enseignante jusqu'en 92, mais comme j'étais contractuelle, j'ai démissionné parce que je ne pouvais pas assurer un loyer de l'époque. Déjà en 92. Hein. Oui. Donc, et puis je me suis dit, dans les années qui vont venir, l'enseignement, ça va être terrible. Ça va être l'enfer pour tout le monde. Et je ne m'étais pas trompée. Donc j'ai passé un concours administratif en 92 pendant ma dernière année, et j'ai travaillé donc à l'école des finances publiques à Toulouse. Oui. Mais comme j'ai eu des problèmes de santé, si vous voulez, c'est 910 € que je gagne, c'est une invalidité. Ah, d'accord, je comprends. Bien, Marie-Claire, merci pour votre témoignage. Oui, Florence Berthoud et Jean-Yves Manot. Bon, ces témoignages-là, vous en rencontrez, vous en entendez tous les jours. Oui, on en rencontre. Il y a une chose qui est incroyable, sans abreuver de chiffres, c'est que les 20% les plus pauvres, le coût de l'alimentation dans leurs dépenses, dans leur budget, représente beaucoup plus que, évidemment, les 20% les plus égés. Donc, en plus, ils sont doublement... Évidemment. Alors... Oui, puisque le prix est le même, le prix des produits est le même, qu'on soit riche ou pauvre. Oui, enfin, pas tout à fait, mais en tout cas. Les riches ont la possibilité de choisir de bons produits plus chers. Et puis de toute façon, il y a le minimum. Hein, c'est-à-dire que, il y a le minimum si vous ne voulez pas mourir de faim. Donc, de toute façon, juste manger d'une manière à peu près équilibrée. Je crois que ce problème de précarité alimentaire, et de précarité d'une manière générale, on a du mal à l'appréhender quand on n'a pas soi-même compté au plus juste un budget. Ça, j'en suis absolument persuadée. Tous ceux qui ont été étudiants et qui ont un peu tiré le diable par la queue, qui comptaient, voient très bien ce que ça veut, voient très bien ce que ça veut dire. Donc on en voit, et donc les solutions, on va peut-être en parler, on y a les épiceries solidaires, etc. Dans la deuxième partie, on fait le constat et ensuite on parlera des solutions. Bien sûr, mais les filières courtes, la dame, ce qu'elle disait, moi j'étais très très sensible, parce que quand il n'y a pas d'intermédiaire, ça coûte quand même beaucoup moins cher, et on y reviendra, parce que le gros problème aujourd'hui d'alimentation, ce sont les intermédiaires, et c'est une industrie transformée. Alors je vais donner la parole à Jean-Yves Manot, mais il est déjà 11h13. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite page de pub. Je vous invite à appeler 0826 300 300. N'hésitez pas, appelez-nous, racontez-nous ce que vous vivez. Plus que jamais, vos témoignages sont indispensables. Jean-Yves Manot dans un instant, et puis Francesca Pasquini va venir nous rejoindre. Il est 11h13. Le prix augmente, de nombreux Français, Françaises et Français ont des difficultés pour se nourrir, pour boucler les fins de mois, nourrir et même se vêtir, se loger. Bien, mais là, on parle de la précarité alimentaire, les fins de mois de plus en plus difficiles. Pourquoi serait-ce une fatalité? C'est la question que je pose. Nous verrons quelles sont les solutions qui sont engagées ou qui pourraient être développées encore un peu plus. Jean-Yves Manot, vous avez entendu le témoignage tout à l'heure de notre auditrice. Ces témoignages-là, vous les connaissez bien à la CLCV? Bien évidemment, et ça se multiplie. Objectivement, quand on regarde de façon globale les choses, le seuil de pauvreté, qui est à 60% du revenu médian. Le revenu médian, c'est 2 000 € aujourd'hui en France. Et le seuil de pauvreté est à 1 200 €. Oui. Effectivement, il y a 20-25% au moins des Français qui sont largement au-dessous de 1 200 €, puisque l'exemple concret, c'est 900 €. Et très concrètement, aujourd'hui, avec 900 €, on n'arrive pas à vivre. Aujourd'hui, une enquête récente démontre que 24% des Français ne mangent qu'un repas par jour, dont 39% des 18-24 ans ne prennent qu'un repas par jour. Voilà où nous en sommes par rapport à la situation. Alors, bien sûr, il y a un problème de revenus, c'est clair. Et en plus, en période inflationniste, quand vous avez des produits alimentaires qui font en moyenne de 14,6%, mais certains produits
jusqu'à 30 ou 40% dans d'autres. Et vous avez l'augmentation du SMIC de 6%, l'augmentation des retraites de 4%. Il y a un décalage qui de plus en plus important qui plonge les gens dans la misère. Dans la misère. Alors, le gouvernement a, au cours de l'année, trouvé des initiatives complémentaires à travers le chèque énergie, 100 ou 200 euros. Mais, vous voyez, c'est extrêmement important. 100 ou 200 euros offerts à 12 millions de ménages. Ça veut dire 36 millions de Français. Ça veut dire que le gouvernement a estimé que 60% de la population française avait besoin d'un soutien social de 100 ou 200 euros. Alors, sans doute, c'est une réalité qui les inquiète, bien évidemment, avec juste raison, mais c'est la réalité de la difficulté majeure de plus en plus de personnes qui considérées couche moyenne, mais qui sont dans la précarité et dans le déclassement social. Alors, précarité, déclassement social, vous disiez, il y a des familles qui ne mangent qu'un repas par jour, qui ne prennent qu'un repas par jour. Et il y a des enfants qui vont à l'école le ventre vide. Ça arrive aussi, malheureusement. Je regardais les Restos du Cœur, plus 22% cet hiver par rapport à 2022. Plus 50%, plus de 50% de ceux qui vont au Resto du Cœur sont des moins de 25 ans. Là aussi, c'est à prendre en considération. On voit aussi des retraités maintenant qu'on ne voyait pas avant, des nouveaux visages. On voit des retraités qu'on ne voyait pas avant. Dans nos quartiers. Et c'est affreux de le dire, mais les vols dans les hypermarchés, supermarchés, eh bien les vols non pas se multiplient, je ne veux pas non plus exagérer, mais sont en augmentation. Faut le dire. Il faut le dire. La précarité alimentaire, la précarité énergétique, la précarité du logement, la précarité vestimentaire. D'ailleurs, ça conduit à quoi, la précarité vestimentaire? Ça conduit à aller acheter des t-shirts à 2 euros ou 2,50 € qui sont fabriqués à l'autre bout du monde et dans des conditions effroyables. Non. Pardon, je suis moins d'accord avec vous. Sur la précarité vestimentaire, mais c'est un autre sujet, parce que je pense que là, pour le coup, on a des solutions. Et si vous regardez les jeunes, même des jeunes dont les parents ont des moyens, ils vont là. Moi, j'ai des filles qui considèrent qu'il ne faut pas s'habiller dans les marques, et elles vont chez Emmaüs, etc., parce qu'elles considèrent que c'est... Alors, puisqu'on parle de l'alimentation, Francesca Pasquini, vous êtes avec nous, bonjour, vous êtes députée écologiste des Hauts-de-Seine, vous travaillez sur ces problèmes de précarité. Puisqu'on parle de l'alimentation, l'accès, il faut rappeler, me semble-t-il, que l'accès à l'alimentation est garanti par la loi. Tout à fait. Et nous, au sein du groupe écologiste, c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète vraiment. Et on a souhaité en faire un sujet dans le cœur de notre niche qui aura lieu le 6 avril prochain, au sein de laquelle j'ai déposé une proposition de loi que je vais porter avec Sandra Regol. Et dans l'article 1er de cette proposition de loi, on vise cette précarité alimentaire en proposant une prime alimentation qui serait versée automatiquement aux familles qui sont bénéficiaires des minima sociaux. Et donc voilà, on souhaite vraiment mettre l'accent sur cette précarité. C'est-à-dire une prime alimentation. Oui, d'ailleurs le gouvernement avait envisagé à un moment donné un chèque alimentaire. C'est pas tout à fait pareil. Ça ressemble un peu. Mais ça serait quoi? Elle serait de quel montant, cette prime alimentation? Elle serait de 50 € par personne et par mois. 50 € par personne et par mois. C'est ça. Et nous, ce qu'on voit là... Une famille de 4 personnes, 200 €. Tout à fait. Et ce qu'on voit, c'est que effectivement, le gouvernement propose des solutions, mais concrètement, il n'y a rien qui est mis en place. Et ça, j'imagine aussi que vos auditeurs et les personnes qu'on pourra interviewer et qui ont pu être interviewées en sont tout à fait conscientes. Nous, on estime qu'il faut arrêter de tergiverser et d'avoir vraiment des propositions concrètes. Et moi, aujourd'hui, ici, j'en appelle à la responsabilité aussi de mes collègues députés, puisque dans 3 semaines, cette proposition de loi sera étudiée et examinée en séance et en commission. Et on a vraiment besoin là de mettre sur la table des mesures concrètes pour les Français. Ce serait à l'État de verser cette prime alimentaire de 50 €. Il faut arrêter en fait de se dédouaner et de mettre la charge et la responsabilité sur les autres. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Jean-Yves Manot.
Oui, par rapport à ça, bien évidemment, le chèque alimentaire dont on parle depuis plusieurs années, très honnêtement, nous l'avons relancé auprès du ministre de l'économie et des finances la semaine dernière, et il a annoncé récemment que potentiellement le chèque, au-delà de l'opération anti-inflation des grandes surfaces, pourrait voir le jour dans quelques mois, mais de façon expérimentale et localisée. Alors, j'ai envie de rappeler à monsieur Bruno Le Maire que la pauvreté n'est pas expérimentale et sur l'ensemble du territoire. Donc, on voit bien qu'ils hésitent, mais objectivement, compte tenu de la situation de précarité généralisée de la population, je pense qu'il n'y a pas le choix. Je ne dis pas que c'est la solution durable, etc. Évidemment, il y a un problème de revenus. Mais aujourd'hui, pour éviter l'explosion sociale, c'est une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue. Vous êtes d'accord, Florence Berthoud ? Oui et non, je sens. Non, je suis très embêtée parce que je pense que ça suffit pas. Sans doute qu'il y a un risque d'explosion sociale. Enfin, en tout cas, il y a explosion sociale ou pas, il faut que les gens puissent manger. Donc, je pense qu'en urgence, il faut apporter des aides, oui. Mais je pense aussi et surtout, c'est pas pour ne pas répondre à votre proposition, parce qu'effectivement, il faut aider les gens, mais il faut qu'on arrive aussi à trouver des réponses structurelles, mais vraiment des réponses structurelles. Et je vous assure que une de ces réponses structurelles, c'est aussi pas que, mais de se poser cette sacro-sainte question quand même de comment on va faire en sorte que toutes nos restaurations collectives, que on puisse avancer là-dessus de manière intelligente pour que au moins on ait des réponses équilibrées sur le plan sanitaire, etc. Je comprends sur la restauration collective. Mais pour répondre à votre question, oui, je pense qu'il faut effectivement aider parce qu'il y a des cas qui sont... On ne peut pas caler au resto du cœur. Ça ne peut pas être une solution, même s'ils font un boulot. Attendez, mais le fond du problème, c'est le revenu. Le fond du problème, c'est les ressources. Le fond du problème... disons clairement les choses. C'est les revenus, mais dans ces revenus, il y a deux sujets majeurs qui sont du côté du logement... c'est ce que je disais, le logement qui pèse tellement sur les budgets des ménages. Qui pèse tellement sur les budgets des ménages, et c'est la transformation alimentaire. Il faut qu'on arrive dans nos pays soi-disant civilisés et démocratiques à réduire le prix de cette transformation alimentaire qui a un coût considérable sur le plan écologique, mais aussi sur le plan financier. Les agriculteurs le rappellent, il faut payer l'alimentation au prix qu'elle vaut. Ça, les agriculteurs le rappellent. Mais quand c'est transformé, ça veut dire que vous allez avoir le fret, ça veut dire que vous allez avoir, etc., etc., etc. Le fret qui a augmenté, comme vous le savez, dans des... Il est 11h27. Justement, je vais revenir vers vous, Francesca Pasconi, parce que c'est bien beau d'aider ceux qui sont au minima sociaux, mais pardon, il y a une autre précarité qui n'est pas qui travaille et qui elle qui n'est pas aux minima sociaux et qui est en précarité aussi. Non mais moi j'ai tout à fait, et j'ai pas la prétention avec cette proposition de loi et avec cet article premier de répondre de façon durable à cette question qui est très complexe et qui touche. Si j'ai bien compris, c'est une proposition de loi d'urgence. C'est une proposition de loi d'urgence parce qu'en fait il faut arrêter de se concerter, il faut arrêter de repousser au lendemain. Je veux dire, pour un Français qui n'a pas de quoi donner à manger le soir même à ses enfants quand ils rentrent de l'école, c'est une préoccupation du quotidien et c'est une préoccupation qui empêche de pouvoir s'occuper d'autre chose. Moi, j'ai été enseignante pendant la période de la Covid et j'étais enseignante en REP. Alors on savait qu'on avait des élèves qui étaient en situation de précarité alimentaire, mais quand on était enseignant et en cours à distance, on s'est rendu compte au fur et à mesure des semaines qu'il y avait des familles qui, une fois qu'on avait terminé le cours à distance avec les enfants, nous rappelaient derrière, faisaient appel à nous en nous disant là on se retrouve en difficulté parce que comme vous le disiez tout à l'heure, le repas que prenaient les enfants à la cantine était non seulement le seul repas équilibré dans la journée, mais était le seul repas que les enfants prenaient dans la journée, et ils nous demandaient de l'aide pour faire appel aux quelques associations qui étaient encore en activité pendant cette période. Donc effectivement, il y a des familles qui touchent les minima sociaux et celles-ci sont, on les connaît, mais après il y a aussi une question des indicateurs. Et je crois qu'on le disait ce matin même aux infos,
d'infos, il y a un problème aussi d'indicateurs de ces situations de précarité. Il faut qu'ils puissent être affinés parce que là, on se retrouve face à des populations qui avant n'étaient pas en situation de précarité, mais le deviennent de plus en plus. Et parfois, ce sont des familles qu'on soupçonne le moins, mais qui, à la fin du mois, voire même la première ou la deuxième semaine du mois, se retrouvent en difficulté. Qui ont leur dignité, qui ne le montrent pas, qu'on soupçonne le moins, effectivement, qui ne disent rien, qui ne racontent pas dans quelle situation elles se trouvent. Ça arrive très souvent. Et des seniors, et vraiment des personnes âgées. Et des personnes âgées aussi. On distribue à la mairie, donc place du Panthéon. Donc vous allez me dire, c'est pas forcément, on n'est pas en place du Panthéon, tous les dimanches midi, depuis plusieurs années, 4-5 ans, nous distribuons des repas. Il y a 4 ans, on en distribuait 50, 60, enfin il y a 3 ans, juste avant la Covid. On en distribuait une soixantaine. Aujourd'hui, on est arrivé à plus de 100 repas. Et ce qui est... Vous voyez de nouveaux arrivants ? Et nous voyons... personnes âgées ? Des personnes âgées. Et ce qui m'a vraiment, si vous voulez, estomaqué, j'y vais de manière discrète, mais j'y vais quand même aux côtés d'une association formidable qui s'appelle la Mie de Pain, qui utilise d'ailleurs les cuisines du foyer pour les femmes à la rue qu'on a créées au sein même de la mairie. Et vous voyez, c'est ça qui est très... des messieurs et des dames, pardon, mais habillés, vous les croisez dans la rue, je veux dire, c'est pour ça que... habillé très... Oui, je comprends. Presque, vous voyez... très chic du 5e. Du 5e, n'aimez pas, ne dites pas du 5e. Mais non, mais je veux dire, vous voyez, ce que je veux dire, c'est vous pensez que c'est un cadre à la retraite, et il vient chercher, ou elle vient chercher à manger. Un peu d'argent, un peu de nourriture. Elle vient, parce que ce panier est complet. Il est 11h31, merci. Vous témoignez, allez-y, 0826 300 300, nous poursuivons juste après cette nouvelle page de pub. Allez-y, témoignez, on attend vos témoignages. Il est 11h34, allez, témoignage, nouveau témoignage sur la précarité alimentaire. Serge est à Aix-en-Provence. Bonjour Serge. Bonjour Monsieur Bourdin. Au passage, je voulais vous dire merci pour vos émissions. Je vous écoute depuis plus de 20 ans. Donc, je vous ai apprécié, même si je n'ai pas la même ligne politique que vous, mais en tout cas, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Bon, merci beaucoup Serge. Serge, je peux donner votre âge ? S'il vous plaît. Vous avez 70 ans. Vous êtes à la retraite. Vous avez combien par mois pour vivre ? J'ai normalement en retraite nette, j'ai 1100 €. Oui. Par contre, je n'ai pas de CMU, donc je dois payer une mutuelle qui me coûte 120 € par mois. D'accord. C'est-à-dire en gros, j'ai 990 € par mois pour vivre. Bien. Et vous vous rationnez ? Je suis pas un gros mangeur, donc je mange pas beaucoup et je vais au moins cher. Donc l'alimentation, c'est... Bon, vous aviez dit tout à l'heure qu'on peut donner des noms des supermarchés, c'est chez Leclerc. J'ai un Leclerc qui est un gros magasin pas trop loin d'où j'habite. Et ce Leclerc, je vais surtout sur les produits qui sont en date courte, ce qui me permet de manger de la viande. Et je mange beaucoup de pâtes avec des fromages et comme ça. Donc j'ai pas vraiment une très très bonne alimentation, mais je mange. Des fruits et légumes, Serge ? Les fruits et légumes, c'est très cher. Dans les supermarchés, dans la ville d'Aix-en-Provence, il y a un très grand marché. On peut voir tout ça sur les étals des marchands, mais bon, c'est trop cher, donc je ne les prends pas. Par contre, je fais ce que font beaucoup de personnes âgées de retraités. Quand je me balade à la campagne, par exemple, lorsque vous avez eu le passage des machines agricoles qui ont levé les pommes de terre, ils vous laissent il y a des pommes de terre, donc je viens avec des sacs et je ramasse 20-30 kilos de pommes de terre que je mets de côté. Dans les vergers, vous avez beaucoup de fruits qui ne sont pas ramassés. Donc c'est même scandaleux. Vous avez des tonnes de pommes qui sont laissées à l'abandon et qui tombent. Donc après les récoltes, je passe et je ramasse des fruits. Et là, je me fais des régalades de jus de fruits que j'ai ramassés. Serge, au-delà de la précarité alimentaire, quelle est votre vie ? Vous êtes seul ? Je vis actuellement seul.
Bon, j'ai quand même un avantage par rapport à beaucoup de gens, c'est que j'ai fait un héritage, donc ce qui me permet d'avoir un complément d'argent, de faire des achats et je dirais pas de vivre ou de survivre. Mais bon, vraiment, pour moi, l'alimentation, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir me déplacer, c'est de pouvoir bouger. Donc, j'ai une voiture, ce qui me coûte beaucoup d'argent. Et des conneries comme un dépassement d'1 km/h, c'est 45 euros si vous payez tout de suite, 90 euros. Et là, c'est une catastrophe. Et pour vous dire, en 2 ans, j'ai sur mon petit pécule que j'ai reçu en héritage, j'ai usé 20 000 euros en 2 ans. Donc ça a fait un but d'œil et je vais je sais que je vais dans le mur. Dans quelques années, je vais aller dans le mur. Actuellement, j'ai des problèmes de santé. J'ai vu mon médecin traitant, c'était la période de négociation pour une augmentation du prix de la consultation. Mon médecin m'a demandé 25 euros de dépassement, payé donc de la main à la main. J'ai vu un médecin spécialisé, il m'a demandé 70 euros de dépassement. J'ai vu un chirurgien, il m'a demandé 70 euros de dépassement. Le chirurgien m'a dit qu'il était prêt à m'opérer, mais ça me coûterait 450 euros de ma poche. Donc ce que je me rends compte, c'est que plus je vais vieillir, plus je vais être en précarité et ça va être la catastrophe. Et donc, pour information, ce que je voulais dire, c'est à propos de ma retraite, je l'ai eue à 65 ans et 9 mois. Parce que on parle toujours de la retraite à 62 ans, mais 62 ans, c'est quand vous avez tous vos trimestres. Exact. Et après, vous n'avez pas vos trimestres, on vous fait durer jusqu'à 65 ans et 9 mois. Et au niveau du travail, trouver un travail lorsqu'on a 60, 62 ans, c'est impossible. C'est pratiquement impossible. Bien, merci pour votre témoignage, Serge, vraiment, merci. Ça fait réagir. Oui, le dépassement d'honoraires, mais c'est malheureusement la vie. C'est la vie, c'est ce que rencontrent beaucoup de Français. Ça existe aussi. Non, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux, on est d'accord. Un chirurgien qui vous dit, je vous permets de vous opérer, mais vous payez cash 500 euros. Et un médecin généraliste qui vous dit, c'est 25 euros, mais donnez-moi en plus 25 euros en liquide. Attendez, de la main à la main. Tout ça, c'est scandaleux. Je pense que l'ordre des médecins devrait se saisir de ces cas-là de façon un peu plus générale. Parce que, honnêtement, je dirais, cher monsieur, aller à l'hôpital, c'est gratuit et c'est une médecine de qualité et ne tombez pas dans cet... Peut-être vous devriez dénoncer le médecin qui vous demande peut-être un peu en liquide en plus. Non, c'est scandaleux. C'est totalement hors la loi. Francesca Pasconi. Oui, moi je voulais déjà réagir en saluant quand même le courage des personnes qui témoignent aujourd'hui. C'est vrai, moi aussi. Et je remercie Serge vraiment et le courage. Vous avez raison de dire. Oui, c'est vrai, vous avez raison. En plus d'avoir ce courage de témoigner, après il y a aussi le courage d'aller demander de l'aide et de faire la queue dans les banques alimentaires et ça c'est aussi quelque chose qui peut être très stigmatisant et c'est parfois un pas qu'on a du mal à faire même s'il le faut et c'est pour ça que nous dans la mesure que je porte on souhaite que cette aide soit automatique pour éviter ce côté stigmatisant. Et puis je voulais aussi dire qu'aujourd'hui il y a un ouvrage très intéressant qui sort d'une anthropologue qui s'appelle Bénédicte Bonzi et qui s'appelle La France qui a faim. Donc en plus de saluer le courage de ces personnes qui témoignent, aujourd'hui je voulais aussi saluer le courage des bénévoles qui sont de plus en plus épuisés. Bénédicte Bonzi qui parle de violence alimentaire. Violence alimentaire. Et qui dit effectivement que c'est... Il y a, je la cite, puisque vous me parliez de Bénédicte Bonzi, j'avais préparé, en préparant l'émission, j'étais tombé sur les travaux de Bénédicte Bonzi. Il y a au niveau des bénévoles de nombreuses valeurs morales. L'aide alimentaire permet aussi de maintenir un lien social pour certains via les bénévoles. Mais cela étant dit, il y a des violences derrière le sujet de l'insécurité alimentaire. Des personnes n'ont pas le choix de leur alimentation, ni en quantité, ni en qualité. Et cela marque les personnes de manière irréversible. La file d'attente pour pouvoir se nourrir, quand on a travaillé toute sa vie et qu'on est à la retraite, c'est une véritable violence. Voilà ce qu'elle dit.
ce qu'elle écrit. Et c'est pour ça qu'à côté, comme vous le dites très justement, il y a l'aspect aussi lien social qui est très, 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 très important. Moi, je me bats pour qu'on ne, ça peut vous paraître dérisoire, mais pour qu'on ne remette pas forcément, vous voyez, la nourriture le dimanche midi dans une poche plastique, qu'on puisse choisir, c'est très important, et qu'on puisse discuter autour du café, autour du potage. Oui, choisir ce qu'on va manger. Choisir, et qu'on ne remette pas ça, vous voyez, qu'il y a une acte de, je considère, alors c'est compliqué parce que aussi, bon, on a des bénévoles, hein, donc il faut que ils vont pas passer 3 heures, mais c'est très important d'avoir ça, et les bénévoles, vous avez raison de leur rendre hommage, parce que si on n'avait pas les bénévoles aujourd'hui en France, eh ben, l'aide alimentaire ne serait pas ce qu'elle est. L'épicerie solidaire que j'ai créée ne fonctionne, vous savez, qu'avec des bénévoles. L'épicerie solidaire qui est destinée aux étudiants. Quand vous avez un reste à vivre inférieur, alors vous disiez tout à l'heure, monsieur Manot, 10 € de reste à vivre, hein, c'est déjà pas beaucoup. Alors, la règle qui est la règle un peu des épiceries solidaires que vous connaissez très bien en Europe, c'est 7 € de moins. Il nous reste, une fois que vous avez payé le loyer, il vous reste 7 €. En pratique, par jour. En pratique, vous imaginez bien qu'un étudiant qui vient et qui dit les comptes montrent qu'il y a 8,50 €, on va pas aller lui prendre, voilà. Donc il vient. Donc c'est sur la bonne foi de l'étudiant. Non, mais il y a quand même un petit. Non, mais il y a quand même un petit, parce qu'on ne pourrait pas accueillir tout le monde. C'est aussi ça. Donc il faut des règles. Et donc on monte un dossier léger, 7 €, et on a le droit, et on va faire ses courses, et on paie 20%. 20% de la valeur. Alors justement, c'est intéressant parce que là, ça nous permet d'aborder les solutions. Quelles solutions? C'est bien beau le bénévolat, c'est bien beau les banques alimentaires. Bravo, formidable, c'est bien beau. Mais bon, mais il faut trouver d'autres solutions aussi. C'est bien beau même votre proposition de loi. Mais oui, mais vous savez, monsieur Bourdin, si on passe son temps à dire parce qu'on ne trouve pas une solution pour tout, il faut pas, ça nous exonère de trouver des solutions modestes. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas la prétention avec cette épicerie solidaire de régler la question, vous voyez, des 80 000 étudiants qui sont bons. Mais n'empêche que vous avez un petit bout de solution. Voilà, vous savez que là, il va y avoir des bénévoles. Vous allez acheter votre panier 20%. Alors bien sûr, il y a des choses gratuites, notamment parce qu'on a parlé de la précarité. Il y a la précarité pour les femmes, les serviettes périodiques qui sont un coût exorbitant, on n'en parle jamais. Donc là, les serviettes périodiques, elles sont gratuites. J'ai passé évidemment un partenariat avec Resques Élémentaires. Voilà encore une association qui fait un boulot extraordinaire, parce que la précarité est énorme sur ce sujet-là. Et voilà, donc c'est une solution parmi d'autres. Donner des repas équilibrés, c'est une solution parmi d'autres. Nous allons faire un tour de table des solutions quand même, parce que il y a Paul aussi qui nous a appelé. Paul est agriculteur. Lui dit, moi j'aimerais vendre mes fruits et légumes moins cher, mais nous sommes assommés par les taxes. Voilà ce que nous dit Paul, qui sera avec nous dans un instant. Il est 11h45, midi moins le quart, tout de suite. Bien, la précarité, évidemment, différente selon la région où l'on vit, que l'on soit en ville ou à la campagne. Les solutions pour lutter contre cette précarité, il y a évidemment le tissu associatif, on en a beaucoup parlé, qui est essentiel avec tous ces bénévoles, effectivement, qui vont... Mais quelle autre solution? Que faire contre cette précarité? Bon, vous avez votre proposition de loi, mais ça, c'est une urgence. Mais sinon, sur le fond... Alors moi, ce qui m'inquiète beaucoup déjà, c'est que j'entendais Bruno Le Maire qui nous disait qu'il n'y avait pas de Mars rouge. Alors comment voulez-vous qu'on puisse se pencher sur des questions si déjà on n'a pas conscience de ce qui est en train de se passer? Là, pour les Français, il n'y a pas qu'un Mars rouge. Tous les mois sont rouges et ils sont dans le rouge le plus tôt possible dans le mois pour certains. Alors certes, la proposition de loi est une proposition qui vise à répondre à court terme, mais effectivement, il faut qu'on puisse déjà être conscient pour avoir une réflexion plus globale à moyen et à long terme. Le constat est là. On l'a fait. À moyen terme, ça pourrait être aussi se tourner vers des produits locaux qui coûtent moins cher aussi. Oui, et puis à long terme, il y a également l'augmentation, même à court terme, l'augmentation des salaires. Et à long terme aussi une éducation à l'alimentation qui peut être faite, on en discutait tout à l'heure, se tourner vers des produits qui ne sont pas transformés, réapprendre à cuisiner, ça coûte moins cher aussi. Mais on ne peut pas parler de ça maintenant aux Français quand déjà ils n'ont pas de quoi s'acheter
acheter les produits de base parce que les fruits et les légumes augmentent entre 15 et 51%. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait vraiment une réelle prise de conscience, qu'on soit humble face à ce qui est en train de se passer et se dire, oui, effectivement, il y a des erreurs qui ont été faites. Les Français n'ont plus de quoi faire leurs courses et il faut que tous autour d'une table, même si on fait partie de groupes politiques différents, on puisse s'accorder sur des solutions vraiment concrètes. Il y en a marre des éléments de langage qui ne servent à rien et qui ne servent surtout pas à nourrir les Français. Alors, des solutions ? Alors, bien évidemment, je pense que les Français... Vous représentez les consommateurs. Oui, mais les Français... Ils ne consomment pas toujours bien, d'ailleurs, hein, oui, alors, le consommateur. Le problème, c'est potentiellement, en fonction des revenus qu'on a, on n'achète pas forcément de la qualité, on va vers des produits transformés de mauvaise qualité, qui ont une influence relativement extrêmement négative sur la santé, dont un coût, y compris ultérieurement pour la société. Donc, nous disons, mais je pense que les Français le font aujourd'hui par nécessité, réapprennent à cuisiner. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on achète des produits, quand on a un produit, si on le cuisine soi-même, c'est mieux. C'est mieux que de l'acheter surgelé ou etc. dans l'industrie agroalimentaire. Et donc, je pense que c'est un moyen d'essayer de se faire un peu plus plaisir sur le plan du goût, sur limiter le budget. Ça ne suffira pas, bien évidemment. Ça ne suffira pas. Par rapport les associations, la cuisine, d'accord, mais... Tout à fait, donc bien évidemment. Donc il y a un problème de revenus. Et puis, il faut aussi se poser la question de savoir si, oui ou non, toutes les hausses que nous avons constatées sont totalement justifiées au cours de ces derniers mois. Franchement, je pense que certains ont eu la main lourde. Oui. Et que les initiatives qui sont à venir à partir du 15 mars, quand on vous dit qu'on va baisser du jour au lendemain les prix de 15 à 20%, eh bien, écoutez, il y a quelques interrogations sur la justification de l'augmentation. Vous pensez à qui ? Ben si, allez-y. Jean-Yves Manot, il faut dire les choses, on dit les choses. À qui pensez-vous ? Écoutez, Intermarché a annoncé... mon usine fait 0 de bénéfice, mon magasin fait 0 de bénéfice, et qui me permettra de baisser de 15 à 20% les prix du jour au lendemain. Les prix de mes produits Intermarché. Intermarché, etc. Donc, ils en ont beaucoup. Ils ont des usines. Et donc, est-ce que vraiment l'augmentation des prix au cours de l'année de certains produits de 40%, 50%, etc., y compris sur les pâtes, enfin, écoutez, quand même. Et donc, je pense qu'il y a eu de l'abus pour les uns et pour les autres. Sans doute, les agriculteurs en ont profité un peu. Les intermédiaires. Les agriculteurs, vous croyez franchement, écoutez, hier soir, j'étais dans une autre émission et il y avait une intervention d'un agriculteur qui disait... Enfin, il faut que les Français apprennent que la nourriture coûte cher, ce qui nous permet à nous, agriculteurs, de vivre correctement. Alors, bien évidemment, je suis d'accord avec eux. Vous n'êtes pas d'accord, Florent ? Non, moi vous avez toujours évidemment des exceptions, des gros producteurs, etc. Mais moi, j'ai pas du tout les agriculteurs, c'est difficile ce sentiment-là. Les agriculteurs... Non, mais les consommateurs adorent les agriculteurs. Oui, mais vous avez... C'est comme dans tous les métiers, vous avez des gros agriculteurs avec une production intensive, etc., qui d'ailleurs ont, pas tous, mais des mécanismes de protection. On est bien d'accord. Moi, je travaille quotidiennement avec des agriculteurs. Il y en a une dizaine. Je peux vous dire que c'est des gars qui sont responsables, mais vraiment responsables. Et je le vois parce que sinon, mes coûts auraient augmenté d'une manière exponentielle. Et nous avons géré ensemble l'évolution des prix. Mais la réalité, c'est ce qu'ils nous disent, c'est qu'à chaque fois qu'on va aller, mais j'insiste là-dessus, sur de l'alimentation de transformation et dans les intermarchés que vous citez, les systèmes U, etc., là, grande majorité des produits alimentaires que vous avez, on vit tellement dedans qu'on s'en rend pas compte, mais peut-être 80%, c'est de la production alimentaire transformée. Alors par exemple, quand vous voyez que le fret, je prends un seul exemple, le fret, dont les coûts ont augmenté, c'est pas 20%, c'est pas 40%, ça a parfois été multiplié par 10. Ça a immanquablement
des conséquences sur ce qui est transporté. Quand on disait qui en a profité, par exemple, j'aime pas citer les coupables, mais par exemple le fret. Voilà, pas que. Bien. Merci Florence Berthoud. Merci. On a rien résolu. Que les choses soient très très claires. Et on ne résoudra pas ce problème effroyable qu'est la précarité alimentaire. Je dis effroyable moralement, physiquement, mais aussi moralement. Et il faut toujours que nous ayons ça présent à l'esprit. Je n'ai pas eu le temps de prendre Paul, qui est producteur de fruits et légumes, qui dit qu'il aimerait vendre donc ses fruits et légumes moins chers, mais il ne peut pas parce qu'il est, dit-il, surtaxé. Et pas que ça, il dit qu'il est impossible pour lui de vendre moins cher. Il est 11h56, merci. D'être venu nous voir. Il est 12h11. Merci d'être avec nous. Je reçois donc Benjamin Fiorini, qui est maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Paris 8. Bonjour Benjamin Fiorini. Donc, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez publié une tribune dans Le Monde à propos de ces bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti. On a vu les images. Le délit d'outrage pourrait être caractérisé à l'encontre du garde des Sceaux, dites-vous. Peut-il être sanctionné ? Théoriquement, oui. Théoriquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les membres du gouvernement, lorsqu'ils commettent un crime ou un délit dans l'exercice de leurs fonctions, et tel était le cas en l'occurrence d'Éric Dupond-Moretti, qui était présent à l'Assemblée nationale en tant que membre du gouvernement, en tant que garde des Sceaux, tous les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être poursuivis et jugés devant la Cour de justice de la République. C'est ce que prévoit l'article 68 de la Constitution. Or, les faits qui auraient été commis par Éric Dupond-Moretti, il faut toujours employer le conditionnel en la matière, même si les images sont publiques et disponibles, exactement. Ce seraient 3 bras d'honneur adressés à un député, en l'occurrence Olivier Marleix, qui est président du groupe des députés républicains à l'Assemblée nationale. Et il se trouve que ces faits-là, si on le regarde attentivement, l'article 433-5 du Code pénal, peuvent effectivement relever de la qualification d'outrage. Donc, vu qu'on a un délit qui aurait été commis par un ministre en exercice, j'en déduis que juridiquement, il serait possible que la Cour de justice de la République puisse en être saisie. Mais qui peut ouvrir une procédure judiciaire ? Il y a 2 possibilités. 2 possibilités seulement. Il y a seulement 2 personnes au monde, j'ai presque envie de dire, qui pourraient ouvrir cette procédure devant la Cour de justice de la République. La première, ça serait la victime dans cette affaire, qui serait par conséquent Olivier Marleix lui-même, qui pourrait déposer plainte devant ce qu'on appelle... Il pourrait déposer plainte devant ce qu'on appelle la commission des requêtes près la Cour de justice de la République. Donc ça, c'est une première possibilité. Et la deuxième possibilité, qui est prévue par la loi organique qui fixe les procédures devant la Cour de justice de la République, la deuxième personne qui pourrait le faire, c'est le procureur général près la Cour de cassation, c'est-à-dire François Molins, qui pourrait en quelque sorte s'auto-saisir et saisir la commission d'instruction de la Cour de justice de la République après avoir recueilli l'aval de la commission des requêtes. Bien, oui, mais Éric Dupond-Moretti, si j'ai bien compris, pourrait, lui, estimer que ces gestes visaient, je ne sais pas, la présomption d'innocence, par exemple. Oui, c'est ce qu'il a essayé d'avancer dans l'hémicycle pour justifier ses actes, ses gestes. Il a indiqué effectivement qu'il ne visait pas la personne d'Olivier Marleix, quand bien même les gestes, manifestement, auraient été dirigés vers lui, mais qu'il visait ses propos. Ça équivaut en droit à invoquer le mobile, ce pourquoi on a commis le geste, comme un fait justificatif, c'est-à-dire comme quelque chose qui excuserait notre infraction. Le problème, c'est qu'en matière d'outrage, ce raisonnement, en droit, n'est absolument pas admis. Imagine-t-on, par exemple, des personnes qui, comme tous les mois en France, sont condamnées pour des gestes identiques commis à l'égard des forces de l'ordre, par exemple vis-à-vis des policiers. Imagine-t-on que ces personnes puissent dire et être exonérées de leur responsabilité « Ah, mais je ne visais pas le policier, je visais ses propos » ou « Je ne visais pas le policier, je visais l'autorité de l'État, que sais-je » on est dans la fable. Cet argumentaire-là, cette défense-là ne tient pas et ne justifie pas des faits d'outrage. Benjamin Fiorini, dans la vie de tous les jours, le bras d'honneur, malheureusement, c'est une habitude pour certains. Qui n'a pas fait un jour un bras d'honneur, d'ailleurs, entre nous. Mais est-ce que c'est condamnable ? Vous faites un bras d'honneur à quelqu'un dans la vie, dans la rue, je ne sais pas, ou ailleurs. Est-ce que c'est condamnable ? Ça peut être condamnable, notamment si vous l'adressez à une personne qui est chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique. En l'occurrence, un député, un parlementaire de manière générale, peut être considéré comme une personne chargée d'une mission de service public.
Oui, vous faites ça à un maire, par exemple, un bras d'honneur à un maire, vous pouvez être condamné. Vous pouvez d'autant plus être condamné qu'il se trouve que le même garde des Sceaux dont nous sommes en train de parler, le 7 septembre 2020, a adressé à tous ses procureurs une circulaire exigeant que ce type de faits, dès lors qu'ils étaient commis envers des élus, donc des députés, des sénateurs ou des maires par exemple, devaient être sanctionnés avec la plus grande fermeté. Ça signifie que le garde des Sceaux, si l'on suit mon raisonnement, se serait mis en contravention par rapport à sa propre circulaire, aurait commis des faits pour lesquels il a demandé à l'autorité judiciaire la plus grande fermeté. Que l'autorité judiciaire l'écoute. Que l'autorité judiciaire l'écoute, vous attendez, donc vous dites, je ne comprendrai pas que François Molins, parce que je ne suis pas certain qu'Olivier Marleix déposera plainte, hein. Je ne sais pas. Alors là, je ne suis pas certain. On serait plus dans l'ordre de la stratégie politique. Oui, peut-être qu'effectivement, si l'objectif était de mettre en difficulté davantage Éric Dupond-Moretti, il pourrait porter plainte. Peut-être que le fait qu'il puisse porter plainte est déjà peut-être une arme en quelque sorte qui permet d'exiger de la Première ministre des sanctions contre le garde des Sceaux. Oui. Mais peut-être qu'il ne portera pas plainte, effectivement, pour des raisons politiques. La Première ministre n'a pas moyen de sanctionner. Si elle a moyen, elle peut le révoquer, le faire partir de le pousser à quitter son gouvernement, mais elle n'a pas de moyens juridiques, évidemment. Non, elle pourrait proposer au président de la République, effectivement, de mettre fin à ses fonctions. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'elle peut faire, c'est tout. Enfin, c'est déjà beaucoup. Mais c'est tout. Apparemment, d'ailleurs, il y a quelques tiraillements entre Elisabeth Borne et Éric Dupond-Moretti, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est assez compliqué, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Éric Dupond-Moretti est déjà mis en examen dans une autre affaire, de prise égale d'intérêt devant la Cour de justice de la République, de telle sorte que s'il y avait de nouvelles poursuites devant la Cour de justice de la République, ça serait un doublé historique, comme Éric Dupond-Moretti en a souvent qualifié son bilan. Il a souvent parlé de bilan historique, de doublé historique, là on l'aurait pour de vrai. Vous n'aimez pas Éric Dupond-Moretti, non? Je n'ai rien de personnel contre Éric Dupond-Moretti. Non, parce que je sens qu'il y a non, il n'y a rien de particulier, non? Non, c'est simplement que je suis en train, par ailleurs, de mener un combat pour la préservation des jurys populaires de cour d'assises, parce que vous savez peut-être qu'ils sont supprimés dans la majorité des affaires criminelles depuis le 1er janvier 2023. Oui. Et il se trouve qu'Éric Dupond-Moretti valide cette suppression des jurys populaires dans 60% des affaires depuis le 1er janvier 2023, alors même qu'il en a été 60% des affaires, hein, attention. 60% des affaires, oui, aux assises. Alors même qu'il en a été un fervent défenseur avant, et c'est un retournement de veste à partir du moment où il a raccroché sa robe, dont j'ai du mal à m'expliquer. Pourquoi êtes-vous opposé? Pourquoi est-ce que des magistrats professionnels ne seraient pas mieux pour juger certaines affaires aux assises que des jurés populaires, qu'un jury populaire? Il y a beaucoup de raisons. Pour commencer, le jury populaire, c'est un héritage de la Révolution française. Oui. C'est quelque chose qui a été créé juste après la Révolution de 1789, donc c'est un héritage démocratique extrêmement important. C'est le dernier espace démocratique qui permet à des citoyens de rencontrer des juges, de délibérer avec eux et de rendre la justice au nom du peuple français. C'est un espace où les jurés vont apprendre ce que c'est, la réalité des affaires, notamment les affaires de viol qui vont être jugées, qui vont représenter 90% du contentieux de ces nouvelles cours sans jury populaire. C'est par conséquent aussi une régression pour la cause féministe, puisque ça signifie que les infractions de viol ne vont plus avoir ce regard citoyen dont elles bénéficiaient jusqu'alors. Oui, enfin, les magistrats vont faire leur travail quand même. Vous ne jetez pas l'opprobre sur le travail des magistrats, ou magistrates d'ailleurs. Non, je ne jette pas l'opprobre sur le travail des magistrats. Je considère seulement que la participation des citoyens à la justice criminelle est une dimension importante de notre démocratie et qu'on ne peut pas la sacrifier comme ça, en claquant des doigts sans qu'il y ait eu de débat public sur la question. Et je m'attelle actuellement justement à ce qu'il y ait un débat public sur la question, et j'en profite pour dire que j'ai déposé une pétition citoyenne sur le site du Sénat qui vise à préserver les jurys populaires, qu'on retrouve sur le site www.sauvonslassises.fr. Bien, oui, c'est d'ailleurs, les jurys populaires, c'est une vraie question, hein. C'est un vrai débat. Vous avez raison d'ouvrir ce débat, parce que c'est un vrai débat, c'est vrai, qui est bien. Merci beaucoup, dans tous les cas, Benjamin Fiorini, d'être venu nous voir. Alors, la mise au point que je voudrais faire, c'est que, ayant étudié la Bible depuis près de 50 ans et le Coran aussi pendant une trentaine d'années, je peux vous dire que si jamais vous remettez en cause ce que disent les témoins de Jéhovah là-dessus, vous remettez en cause ce que disent tous les protestants, toutes tendances confondues, et les musulmans. Alors je vais vous dire, mon cher, vous tombez mal parce que je suis protestant, Michel. Bon, mais je voulais simplement, est-il vrai que selon vous, Dieu doit bientôt intervenir sur Terre? Non, mais
Jean-Jacques, excusez-moi, on croit ce qu'on veut. On est bien d'accord, à partir du moment où on respecte les lois de la République, il n'y a pas de souci. Bon, ben alors, donc vous êtes d'accord, vous croyez ce que vous voulez, vous le croyez. Dieu va intervenir sur terre lors d'une... Mais si vous interrogez les musulmans, ils vous diront exactement pareil. Exactement pareil. Bon. Alors pourquoi vous posez pas la question aux musulmans Non, mais attendez, là, je suis pas avec un musulman, je suis avec vous. Vous êtes témoin de Jéhovah. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Je vous dis, est-il vrai que vous pensez que Dieu va bientôt intervenir sur terre lors d'une bataille qui s'appelle Armageddon, c'est cela, afin d'y rétablir son royaume, et Jésus-Christ pourrait alors régner pendant 1000 ans. C'est vrai ou pas? C'est ce que dit la Bible. Bon, alors donc vous croyez à cela, on est bien d'accord, hein? Nous vivons la fin, vous dites, c'est ce que disent les témoins de Jéhovah, nous vivons la fin des derniers jours, et même sans aucun doute la fin de la fin des derniers jours, juste avant le dernier des derniers jours. Alors, Jean-Jacques, quand vous prenez, puisque vous êtes protestant, vous connaissez la Bible. Oui. Quand vous prenez Matthieu chapitre 24, verset 36, et j'encourage tous vos auditeurs à lire Matthieu 24, 36, il est dit que nul ne connaît le jour et l'heure. Donc Jésus donne les signes des derniers jours, Matthieu chapitre 24, vos auditeurs pourront vérifier. Et dans Matthieu chapitre 24, Jésus donne les signes des derniers jours, à savoir les guerres mondiales, les tremblements de terre, les famines, les catastrophes naturelles, etc. etc. Mais oui, donc, mais après, ça fait des siècles et des siècles que le dernier jour approche. Hein. Voilà, après, chacun, Jean-Jacques, moi je suis un citoyen français, ma carte d'identité vaut autant que la vôtre. Donc voilà, moi à partir du moment où je respecte les lois de la République, j'ai le droit de croire à ce que je veux. Ce que je voulais dire par contre, Jean-Jacques, si vous permettez, allez-y, Michel, c'est qu'au niveau des lois, il faut savoir, et vos auditeurs ne le savent certainement pas, les témoins de Jéhovah, le 23 juin 2000, ont reçu ce qu'on appelle le statut cultuel. Alors Jean-Jacques... Oui, je sais. Voilà. Est-ce que vos auditeurs ou est-ce que vous-même savez ce qu'est le statut cultuel et qu'est-ce que ça implique? Mais ce que je sais, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a été condamnée parce que... non, pas la Cour européenne, la France a été condamnée. La France, oui, la Cour européenne, pardon. La France, oui, vous avez raison. Ouais, la France a été condamnée à la Cour européenne des droits de l'homme parce que... Tout à fait. Oui, mais je sais ça. Donc la France a été condamnée 2 fois. La première fois, c'est le 30 juin 2011 et la deuxième fois, c'est le 4 juillet 2012. Et la France, la première fois, n'a pas voulu payer. Et quand les témoins de Jéhovah sont allés retourner devant la Cour européenne, la France a payé 6,8 millions d'euros aux témoins de Jéhovah. Alors moi, je veux bien qu'on me sorte des dérives sectaires, etc. Ça existe, vous le savez bien. Pardon ? Ça a existé, des abus sexuels. Pas en France peut-être, mais en Australie ça a existé, en Belgique aussi, aux Pays-Bas aussi. Alors vous le savez bien. Jean-Jacques, oui. on va prendre les choses par le début, si vous permettez. Mais on n'a pas le temps, on a 1 minute pour prendre les choses par le début. Laissez-moi 2 minutes. Alors allez-y, non, une. Allez-y. 1 minute. Allez. Donc, dans le rapport parlementaire, il est effectivement question qu'en Belgique, les témoins de Jéhovah auraient commis X, etc. Sauf que cette information était fausse. Et la Miviludes, lorsqu'elle a sorti le rapport, le savait pertinemment. Parce que le tribunal belge a condamné l'État belge et l'équivalent de la Miviludes en Belgique a condamné l'État belge et l'équivalent de la Miviludes en Belgique. Parce que l'information était fausse. Voilà. Vous voyez, ça calme, hein, Jean-Jacques. Voilà. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Parce que non, voyez, mais ça calme. Vous êtes très définitif, mon cher Michel. Michel, je vous vois sourire, un peu ricanant quand même. Mais vous êtes très définitif, hein, mon cher Michel. Attendez, vous avez la vérité. Non, Jean-Jacques, moi j'ai été factuel. Jean-Jacques. Bon, d'accord. Jean-Jacques. Allez. Vous me dites en Belgique. Moi, je vous dis, la Belgique a été condamnée. Bon. Donc, si vous voulez le jugement, je vous le donne. 1800 actes abus sexuels en Australie. Mais bon, je dis ça comme ça, quoi. Non, mais oui, Jean-Jacques, allez voir le rapport Sauvé, et à ce moment-là, on verra qui en a le plus. Bon, Michel, dans tous les cas, vous avez le droit de vous exprimer et vous avez le droit de croire ce qui est normal. Merci, Michel.